Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo du thème de géographie de Terminal Pro, l'accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer, on va parler dans un grand 3 des acteurs institutionnels et civils pour construire une prise de conscience globale à toutes les échelles. En s'interrogeant sur le contenu de cette prise de conscience, nous chercherons à identifier quels acteurs institutionnels et civils s'engagent en faveur d'une transition vers le développement durable. Et on essaiera de donner des exemples. Alors allons-y. En premier lieu, il faut faire le point sur cette fameuse prise de conscience globale. De quoi on parle? De petits gestes pour sauver la planète? Oui, mais non, pas seulement. Disons même que c'est insuffisant désormais. Il ne suffira plus de trier ses déchets et d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. En fait, l'enjeu environnemental est devenu une question sociétale, voire même d'éthique. Quel modèle de société produisons-nous? Est-ce que ça se fait de vider les ressources de la planète au détriment des générations futures pour assouvir ses propres besoins? Du point de vue éthique, non, ça ne se fait pas. Et en fait, c'est seulement ça la prise de conscience globale. Ce n'est pas une multitude de problèmes multifactoriels complexes qui exigent une multitude de petites solutions imbriquées encore plus complexes. Bien sûr que ce que je viens de dire, ça compte. Tous les petits gestes comptent. Mais ça, c'est le comment. Ce qui compte vraiment, c'est le pourquoi on le fait. Quand on fait quelque chose sans savoir pourquoi, en général, ça s'arrête rapidement. Mais quand on sait pourquoi on le fait, eh bien on le fait. Et bien souvent, ces décisions tiennent dans la longueur. Et le pourquoi on le fait ici, c'est l'éthique, la morale. Ça ne se fait pas de détruire la planète sur laquelle nous ne sommes que de passage. Cette planète est celle de nos ancêtres et nous la transmettons en héritage à la génération suivante, qui elle-même aura d'ailleurs la même mission. Le moins que l'on puisse faire, c'est d'au moins transmettre une planète dans le même état que celui où nous l'avons reçue. Vous le voyez, c'est très simple. La prise de conscience globale est mondiale, mais en fait, c'est juste remettre de l'éthique dans un monde qu'il a un peu oublié. Qui est au cœur de l'action? Quels sont les acteurs du développement durable? Les institutions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, peuvent jouer un rôle pour impulser, c'est-à-dire lancer, et fédérer autour des thèmes du développement durable. On le verra d'ailleurs dans un instant quand on parlera des 17 objectifs pour le développement durable. Les institutions internationales, d'accord, mais aussi les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, ces sortes de super associations d'envergure internationale qui s'engagent en faveur du climat, comme Greenpeace par exemple, dès 1971. Mais aussi beaucoup d'autres, comme on voit dans les logos proposés sur cette image. Il faut citer également les États, ce sont des acteurs essentiels par les arbitrages qu'ils rendent en faveur ou parfois en défaveur du climat. Bien entendu, le monde de l'entreprise a aussi un rôle à jouer en s'emparant des préoccupations environnementales dans le modèle économique. Et puis enfin, les citoyens et citoyennes participent par leur droit de vote aux élections, leur engagement dans le monde associatif et dans leur choix du quotidien pour faire vivre le modèle de société qu'ils souhaitent. Eh bien, tous ces acteurs interviennent à différentes étapes et voyons comment. À l'échelle planétaire, les États négocient dans le cadre des rencontres et institutions internationales. Comment ça marche? Alors, les dirigeants des pays discutent, négocient, et puis se fixent, ou pas d'ailleurs, des objectifs pour faire face au changement climatique. En 1992, à Rio, au Brésil, le sommet de la Terre réunit pour la première fois les représentants de 184 pays et des organisations non gouvernementales. Cette rencontre internationale permet d'adopter les principes qui définissent le développement durable autour de 3 piliers. Le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Ces piliers ne sont pas en concurrence, mais ils sont complémentaires, à l'image de la théorie du baquet. Alors, que dit cette théorie? Elle dit que dans les systèmes complexes, tous les sous-ensembles vitaux du système sont importants. L'image pour bien faire comprendre cette notion, c'est donc un baquet plein d'eau, mais qui a une fuite.
Et pourquoi il fuit? C'est parce que même s'il est bien construit à 90%, si une seule des planches qui le constituent est cassée, eh bien cela suffit pour que la fuite fasse perdre de l'eau. Si on revient à la question du développement durable, eh bien c'est la même chose. Un niveau d'excellence sur l'un des piliers, mettons l'économie par exemple, eh bien c'est inutile si un autre élément, le social ou l'environnement, est quant à lui dégradé. Le niveau de performance ou de qualité de l'ensemble est ici dépendant par la planche la plus faible du baquet. Si on reste dans la métaphore, c'est un peu comme en fait une chaîne en acier. Le seuil de résistance d'une chaîne en acier dépend de son maillon le plus faible. Eh bien, pour consolider toutes les dimensions de la chaîne écologique, les conventions signées à Rio mettent en place l'Agenda 21, véritable plan d'action pour que les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les départements, les communes, et puis aussi les regroupements de communes, eh bien, pour que les collectivités territoriales puissent se saisir et mettre en place la question environnementale. Plus proche de nous, en 2015, l'Organisation des Nations Unies, forte de ses 193 pays membres, adopte les 17 objectifs du développement durable. On identifie parmi ces objectifs la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau potable et aussi à l'énergie, l'égalité des sexes et le droit à l'éducation, le maintien de la paix et la protection de l'environnement. Bien que les objectifs de développement durable ne soient pas juridiquement contraignants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux États de ne pas les mettre en place, eh bien, il est attendu des gouvernements une action volontariste, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre les choses en main comme des grands et mettre en place des cadres nationaux pour atteindre les 17 objectifs. La même année, en 2015, la COP21, c'est-à-dire une conférence sur le climat, aboutit à la signature par 194 pays des accords de Paris sur le climat. Si l'Iran, l'Irak et la Libye n'ont pas ratifié les accords, les autres pays se sont engagés à répondre à la menace du réchauffement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. C'est-à-dire que la température augmente, elle est déjà en train d'augmenter. L'objectif, c'est que cette augmentation ne dépasse pas 2 degrés par rapport à la température moyenne qu'il y avait au XIXe siècle. Alors on le voit, à l'échelle planétaire, les dirigeants ont pris conscience des enjeux, mais certains analystes regrettent tout de même que ces engagements ne soient pas contraignants et reposent seulement sur la bonne volonté des politiques, parfois guidés par leurs propres agendas électoraux, économiques et sociaux. À l'échelle de l'Europe, l'Union européenne a adopté en 2020 le Pacte vert. La Commission européenne, c'est-à-dire l'organe législatif de l'Union européenne, c'est-à-dire ceux qui votent les lois, ont adopté l'objectif de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. Alors, climatiquement neutre, qu'est-ce que c'est? Cela signifie que les émissions de CO2 doivent être réduites à un minimum et que les éventuelles émissions de CO2 restantes doivent être compensées à l'aide de mesures de protection du climat. Comme par exemple planter des arbres, ça permet d'attraper du carbone, donc ça permet de compenser une éventuelle pollution. Est-ce que c'est contraignant? Eh bien, ça pourrait le devenir. Si la taxe carbone est généralisée à tous les pays, ça deviendrait alors une contrainte. La taxe carbone, expliquons ce que c'est, vous le savez peut-être d'ailleurs, c'est une taxe environnementale qui fait payer le pollueur à proportion de ses émissions en CO2. Plus tu pollues, plus tu payes. En ce moment, en novembre 2021, eh bien, c'est 44 € la tonne de CO2. Le Pacte vert affiche sa volonté de mettre en œuvre une croissance verte, c'est-à-dire une production de richesse en s'appuyant sur les nouveaux emplois et les nouvelles technologies liées au développement durable. Eh bien, cette vision fait l'objet de débats entre ceux qui considèrent la croissance comme illimitée et qu'il faut donc aller la chercher par l'innovation. Il y a derrière cette vision la croyance que l'homme repousse toujours les limites grâce à son intelligence technique et son adaptabilité. De l'autre côté, il y a ceux qui considèrent que la croissance ne peut pas être illimitée car nous vivons dans un espace fini, contraint, la planète est limitée dans les ressources qu'elle nous offre. Eh bien, ce deuxième camp en appelle donc à la sobriété énergétique, on l'a déjà évoqué dans la vidéo précédente. Cette sobriété
énergétique, on pourrait la résumer comme une pauvreté consentie. On est d'accord pour consommer moins. Alors voilà comment agissent les États. On signe des traités et on les met ou pas en application. Voyons maintenant, en France, les actions concrètes qui sont mises en œuvre sur le terrain. Les régions, les départements, les communes, les regroupements de communes, vous savez maintenant, c'est ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Eh bien, ces collectivités territoriales développent des projets et s'appuient sur les compétences du monde associatif et de l'entreprise pour les faire vivre. Parmi les actions que les collectivités territoriales mettent en place, on trouve des plans de mobilité durable, des initiatives variées d'économie sociale et solidaire, en promouvant par exemple les circuits courts de production agricole. Localement, de nombreuses villes mettent en place l'agenda 21 en aménageant des écoquartiers dans l'esprit d'un développement urbain durable. On va expliquer tout cela, essayons de voir d'un peu plus près. On vient d'évoquer le plan de mobilité durable, qu'est-ce que c'est ? L'objectif est de réduire l'impact environnemental des transports. Alors, on le sait, les voitures individuelles sont polluantes, déjà quand elles sont produites, puis ensuite elles brûlent du pétrole pour se déplacer, et enfin elles prennent de la place pour se garer. Pour limiter ces désagréments, une entreprise privée peut solliciter le soutien technique et financier de l'ADEME, l'Agence publique de la transition écologique. Quelles actions sont alors pensées et mises en place ? Il s'agit de réfléchir aux trajets domicile-travail des employés, mais aussi les trajets des transports des marchandises, les déplacements professionnels des collaborateurs, mais aussi des clients ou des visiteurs, des partenaires, des fournisseurs, qui vous voulez. Bref, toutes les mobilités professionnelles. Voyons quelques exemples de mesures qu'une entreprise peut proposer dans ses murs. Au lieu de venir tout seul dans une grosse voiture d'1,2 tonne faite de fer, d'acier et de plastique qui roule au pétrole, on peut améliorer l'accès des bâtiments aux piétons pour inciter à la marche à pied. On peut promouvoir le vélo, électrique peut-être d'ailleurs. On peut encourager à utiliser des transports publics comme le bus. Et s'il est électrique, c'est mieux aussi, ou bien le tram. Et au bout du bout, si on veut vraiment utiliser une voiture, eh bien on peut penser alors au covoiturage. Il existe évidemment d'autres éléments comme l'aménagement des horaires de travail ou alors le télétravail, l'accompagnement et l'encouragement à habiter à proximité du lieu de travail. Bref, on le voit, il y a tout un ensemble de mesures pour sortir de l'usage individuel de la voiture. Changeons de sujet, voyons maintenant ce qu'on appelle un circuit court. Il s'agit d'un circuit de distribution de marchandises, dans lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ce modèle porte principalement sur le secteur agricole et les produits alimentaires. Il s'agit donc de rapprocher le consommateur du producteur, et cela poursuit plusieurs objectifs. Vous vous en doutez, dans le circuit classique, le circuit traditionnel, plus il y a d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, plus le prix final sera élevé, chaque intermédiaire prenant un peu sa part. Du coup, il peut arriver, sur certains produits, que la part que touche le producteur n'est en fait qu'une toute petite part du prix final. Donc le premier objectif du circuit court est que le producteur touche une part plus significative du prix final. Moins d'intermédiaires, plus d'argent. Le circuit court s'accompagne également d'objectifs de qualité. Les produits sont souvent bio, c'est-à-dire que leur production exclut le recours à des produits chimiques de synthèse. C'est donc en fait un système vertueux car le producteur investit une part de ce qu'il perçoit de la vente finale dans un modèle de production moins quantitatif, mais plus qualitatif. Et on aperçoit bien l'impact environnemental avec le refus d'utiliser des produits chimiques, mais aussi la reconnaissance du travail et le bien-être des producteurs mieux rémunérés et incités à produire des produits de meilleure qualité. On peut signaler que ce modèle de circuit court peut se compléter avec un modèle qu'on appelle le circuit local, c'est-à-dire une distribution des produits alimentaires qui relie le consommateur et le producteur proche de chez lui. J'ai bien dit, la nuance, elle est là, elle est proche. L'objectif est ici de réduire l'émission de CO2 liée au transport de marchandises. Donc, au lieu de consommer des produits agricoles qui ont traversé la France, voire le monde, on essaie de consommer local, c'est-à-dire autour de la ville ou autour de sa région.
Et en fait, ça c'est un exemple concret et très simple où on voit qu'en incluant de l'éthique dans la consommation, eh bien, les collectivités territoriales, qui financent par exemple des cantines scolaires, peuvent peser pour réorienter la façon de produire. À l'échelle des communes, on voit se multiplier des aménagements urbains durables, comme les écoquartiers. Parlons-en, qu'est-ce que c'est ? On parle d'écoquartier quand le quartier d'une ville est conçu et organisé de manière à minimiser l'impact sur l'environnement dans une perspective de développement durable. Donc, dit autrement, ce sont des immeubles qui intègrent dans leurs matériaux et dans leurs architectures une meilleure régulation thermique, c'est-à-dire des moyens pour conserver le chaud en hiver et le frais en été. Donc, moins pollué avec du chauffage ou de la clim. Un écoquartier, c'est aussi un réseau de transport en commun efficace pour faire en sorte que les habitants puissent travailler et faire leurs achats à proximité, sans utiliser leur voiture. On y trouve également des systèmes de récupération des eaux pluviales, de production d'énergie renouvelable avec des panneaux solaires, et puis bien sûr toute forme de recyclage et de réparation. Ces éléments, pris tous ensemble, constituent un nouveau cadre de vie urbaine résolument orienté vers le développement durable. Enfin quand même, il faut convaincre les populations à toutes ces contraintes. Eh bien, on se rend compte de l'importance d'expliquer aux gens les enjeux. C'est ce que l'on appelle la pédagogie du problème. Vous avez dû souvent le remarquer, on répond toujours mal à une question qui est mal posée. Agir pour le climat nécessite d'abord de bien comprendre le problème. Et pour cela, rien de plus efficace que d'expliquer afin que les gens comprennent en quoi ça les concerne, ils s'approprient du coup le problème, ils se sentent plus concernés et s'engagent dans une participation mieux comprise et donc plus efficace pour faire face et résoudre le problème. C'est d'ailleurs bien pour former la génération montante que la question climatique intègre les programmes scolaires dès la maternelle et avec évidemment associé aux notions du développement durable. Alors pour aller plus loin, je vous suggère quelques idées dont vous trouverez les liens en description de la vidéo. Pour observer les principes en action, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la métropole du Grand Paris. Vous y découvrirez les dispositifs existants, depuis le déploiement du Vélib, le remplacement des véhicules anciens à pétrole et les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Dans votre barre de recherche, il suffit de mettre Grand Paris Mobilité Durable. Vous pouvez également vous rendre sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui fait un petit tour d'horizon de ce qui existe en circuit court en France. Il regroupe les liens vers des structures déjà établies et puis d'autres en devenir. N'hésitez pas à y jeter un œil. Dans la barre de recherche, ministère, agriculture, circuit court. Pour visualiser de plus près ce qu'on appelle un écoquartier, voici une vidéo de l'ADEME, donc on l'a dit, l'Agence de la transition écologique, sur un écoquartier à Grenoble, et vous y comprendrez comment le développement durable transforme la ville. Mot-clé dans YouTube, ADEME écoquartier. Enfin, j'attire votre regard sur un changement de posture commerciale totalement incroyable d'une entreprise face à la question climatique. Je vous invite à comparer deux publicités tournées pour la même marque à 15 ans d'intervalle. Il s'agit d'IKEA, vous connaissez l'entreprise suédoise de mobilier et de décoration. Alors, je vous en dis pas plus et je vous laisse juger de ce changement de discours. Mot-clé dans YouTube, IKEA 2002-2018. Bon, d'accord, c'est en anglais, mais ça ne parle pas beaucoup, et puis logiquement, vous pourrez comprendre quand même. Je vous mettrai la traduction dans la description, voilà, au cas où. Alors, on se résume. Que faut-il retenir ? Vous devez avoir compris que l'enjeu climatique nécessite une prise de conscience globale, et que ça ne se fait pas de vider les ressources de la planète sans penser au suivant. Vous avez identifié les acteurs du développement durable, à savoir les institutions internationales, les États, les organisations non gouvernementales, le monde de l'entreprise, les citoyens et le tissu associatif. Vous avez retenu l'importance des rencontres entre chefs d'État et le rôle d'impulsion des institutions internationales sur la question climatique afin d'essayer de faire avancer les dossiers. C'est le cas en 1992, le sommet de la Terre de Rio, qui adopte les principes du développement durable et qui fixe des objectifs avec l'Agenda 21. C'est aussi le cas en 2015, la COP 21 à Paris, qui engage les États participants à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés.
Les institutions internationales incitent les États à voter des lois en faveur du climat. C'est donc le cas de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui en 2015 adopte les 17 objectifs du développement durable. Et puis on voit aussi qu'en Europe, le Pacte vert souhaite que les pays de l'Union européenne soient climatiquement neutres en 2050. Vous avez conscience que ces engagements ne sont pas contraignants et sont donc dépendants de la bonne volonté des gouvernements pour les mettre en application. Vous êtes capable de donner des exemples d'actions concrètes menées par les collectivités territoriales, qui sont, on le rappelle, les régions, les départements, les communes et les regroupements de communes. Eh bien, ces collectivités territoriales mettent en place des plans de mobilité durable, elles mettent en place des systèmes de circuits courts, voire la construction d'écoquartiers. Et enfin, bref, vous êtes maintenant capable de répondre à la problématique: quels acteurs institutionnels et civils s'engagent en faveur d'une transition vers le développement durable? Alors voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était la dernière de ce chapitre. Il reste maintenant à voir les 2 derniers thèmes du programme. Bon courage et à bientôt.